L'air au dernier étage d'Almeida Cia était raréfié, un privilège coûteux que Roberto Almeida, à 32 ans, respirait comme s'il était son droit de naissance. Héritier et architecte de la récente croissance de l'entreprise, il dirigeait son empire depuis un trône de verre et d'acier, avec la ville de São Paulo étendue à ses pieds comme un tapis de béton. Cet après-midi-là, cependant, la vue ne lui apportait pas de paix. Sur son bureau en acajou reposait un document qui était à la fois une promesse de 2 millions de radars et un hiéroglyphe indéchiffrable, un contrat venant de Chine, rédigé dans un mandarin que ses traducteurs d'élite ne parvenaient pas à interpréter sans générer une douzaine de nouvelles ambiguïtés. La frustration rongeait sa patience, rendant son arrogance naturelle encore plus aiguisée. Au milieu de cet univers de pouvoir et de tension se mouvait une figure presque invisible, Mariana Silva. À 28 ans, elle était la femme de ménage, la présence silencieuse qui garantissait que l'éclat du bureau reflétait le succès de l'entreprise. Avec son chariot et ses écouteurs discrets, elle naviguait entre les bureaux et les salles de réunion, ses mouvements efficaces et son regard baissé. Une stratégie de survie dans cet environnement qui la voyait plus comme un meuble que comme un être humain. Mais derrière sa posture humble se cachait un esprit attentif, un esprit observateur qui captait les nuances et les tensions flottant dans l'air conditionné. C'est l'un de ces regards, rapides et discrets, qui scella son destin. En passant devant le bureau de Roberto, elle ne put s'empêcher de remarquer les caractères complexes du document et l'aura de fureur émanant de son patron. Pendant un bref instant, ses yeux s'attardèrent là, une étincelle de curiosité sur son visage. Cela suffisait. Roberto, cherchant une cible pour son irritation, un punching ball pour son amour-propre blessé, vit dans ce regard une affront. Comment osait la femme de ménage même poser les yeux sur un sujet d'une telle importance? Il se leva, un sourire de mépris se formant sur ses lèvres. « Mariana » appela-t-il, la voix résonnant dans l'étage et faisant lever la tête de plusieurs employés de leurs ordinateurs. Mariana s'arrêta, le cœur battant, et se retourna lentement. « Je vois que tu t'intéresses à mes problèmes. » continua-t-il, prenant le contrat et s'approchant d'elle. « Tu sembles être une jeune femme intelligente, toujours en train d'observer tout. » Il s'arrêta devant elle, l'odeur de son parfum coûteux l'enveloppant, la différence de taille et de statut créant un abîme entre eux. Il lui tendit le document, le geste étant un pur acte d'humiliation théâtrale. « Puisque tu es si intelligente, alors traduis ça. » Le silence s'installa dans le bureau. « C'est du mandarin, un petit contrat de 2 millions. Si tu parviens à traduire une seule clause correctement, je double ton salaire. » Il fit une pause, savourant le moment. « Mais si vous n'y parvenez pas, et nous savons tous les deux que vous ne le ferez pas, vous devrez venir ici, devant tout le monde, et admettre haut et fort que vous n'êtes qu'une employée ordinaire qui ne devrait pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. » L'humiliation était publique, le défi impossible. Tous les regards étaient tournés vers Mariana, attendant qu'elle se rétracte, qu'elle présente des excuses et retourne à l'invisibilité de son chariot de nettoyage. Roberto souriait, victorieux avant même la bataille. Mais la réponse de Mariana ne fut pas celle qu'il attendait. Elle releva le menton et pour la première fois le regarda droit dans les yeux, sa voix claire et ferme, bien que basse. « J'accepte le défi, monsieur Roberto. » Le mot de Mariana, « j'accepte », flottait dans l'air glacial du bureau comme une anomalie, une note dissonante dans la symphonie de pouvoir et de soumission qui régnait à cet étage. Le sourire de Roberto Almeida vacilla, remplacé par une brève expression d'incrédulité. Il s'attendait à des supplications, peut-être à des larmes, mais jamais à cette acceptation sereine, presque provocante. Un instant, le contrôle de la situation sembla lui échapper entre les doigts. Les autres employés, qui auparavant espionnaient avec une curiosité morbide, regardaient maintenant avec une stupéfaction frôlant le respect. Retrouvant contenance, Roberto força un rire sarcastique et poussa le tas de papier contre la poitrine de Mariana. « Eh bien, sois ici demain à 9 heures précises pour ton grand spectacle. Ne sois pas en retard. » Sur ces mots, il lui tourna le dos, un geste de renvoi final qui l'effaçait de sa présence, mais l'image du menton relevé de la femme de ménage continuait de s'ancrer dans son esprit. Mariana tenait les papiers comme s'ils brûlaient. Ils étaient le symbole de son humiliation, mais aussi, d'une certaine manière, la seule arme qu'elle possédait. Elle ne donna à personne le plaisir de la voir courir. Elle termina son service avec une dignité méthodique, chacun de ses mouvements désormais observés avec une nouvelle intensité par ses collègues. En quittant le gratte-ciel miroir, l'air lourd et pollué de São Paulo semblait plus léger que l'atmosphère qu'elle avait laissée derrière elle. Le chemin du retour ne fut pas fait de pensées de vengeance, mais d'une profonde angoisse mêlée à une détermination obstinée. Elle n'avait pas la moindre idée de la façon dont elle traduirait ses caractères étrangers. Son acceptation ne naissait pas de l'arrogance, mais d'une limite. La limite de l'humiliation qu'elle était prête à supporter en silence. Il n'y avait qu'une seule personne au monde vers qui elle pouvait se tourner, non pas pour une solution, mais pour un port sûr, sa grand-mère. La maison de Dona Carmen, dans un quartier modeste avec des rues tranquilles et des voisins qui se saluaient par leur nom, était un autre univers, un petit pavillon avec un jardin obstiné qui insistait à fleurir sur le trottoir
trottoir et des murs qui gardaient l'odeur de gâteaux, de maïs et de souvenirs. Là, la valeur d'une personne n'était pas mesurée par son poste ou son compte en banque. Mariana trouva sa grand-mère dans le fauteuil du salon, les lunettes au bout du nez, lisant un livre au dos usé. À 75 ans, Donna Carmen possédait une sérénité qui semblait immunisée aux tempêtes du monde. Ses yeux, troubles par l'âge, étaient les fenêtres de l'âme la plus sage que Mariana connaissait. « Tu es arrivée tôt, ma fille. La journée a été lourde ?» demanda la dame, fermant le livre et observant le visage de sa petite fille avec la perception aiguë de celle qui connaît chaque ombre et chaque lumière. Mariana tenta de sourire, mais le poids de la journée déborda. Elle s'assit aux pieds de sa grand-mère, comme elle le faisait quand elle était enfant, et se lâcha, racontant l'arrogance de Roberto, le défi public, l'humiliation. Enfin, avec des mains tremblantes, elle tendit le contrat. « Et maintenant, grand-mère, comment vais-je sortir de cette situation ?» Donna Carmen prit les papiers avec ses mains ridées. Elle ne se concentra pas sur le drame, mais sur l'objet du conflit. Ses yeux parcoururent les symboles complexes, et une transformation subtile se produisit sur son visage. L'expression de préoccupation céda la place à une concentration intense, une lueur de reconnaissance que Mariana ne comprit pas immédiatement. La grand-mère passa ses doigts sur l'entête du document, où un nom se détachait en caractères gras. « Wang », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour sa petite fille. « Famille Wang ». Puis elle leva les yeux vers Mariana, et dans ses profondeurs se trouvait un océan d'histoires non racontées. « Mariana, ma chérie, dit Donna Carmen, la voix chargée d'une gravité soudaine. Ce papier, il n'est pas un étranger dans cette maison. Il y a 50 ans, bien avant ta naissance, je n'étais pas seulement Carmen. J'étais la domestique chez la famille Wang. Et c'est avec eux, à cette époque, que j'ai appris la langue que ton patron utilise aujourd'hui pour tenter de t'humilier. » Les mots de Donna Carmen tombèrent sur Mariana comme une cascade, noyant le son de ses peurs et incertitudes. Un tourbillon de questions se forma dans son esprit. Sa grand-mère, la femme qui l'avait élevée sur la base de la simplicité et de l'honnêteté, gardait un secret si extraordinaire, une vie passée qui se connectait de manière impossible au présent arrogant de Roberto Almeida. Le salon, autrefois un refuge sûr, parut soudain un coffre à trésors sur le point d'être ouvert. « Vous parlez mandarin ?» fut la seule question qu'elle réussit à formuler, la voix étouffée par l'incrédulité. Donna Carmen sourit, un sourire mélancolique qui semblait voyager des décennies dans le temps. « Le besoin est un excellent professeur, ma fille, et le respect est la porte de tout apprentissage. La famille Wang ne me traitait pas comme une servante, mais comme une partie de la maison. Ils m'ont appris la langue pour que je puisse comprendre leur monde, et je leur ai enseigné le nôtre. C'était un échange. » Alors qu'elle parlait, Donna Carmen se leva et marcha jusqu'à une vieille coffre en bois sombre qui se trouvait dans un coin de la pièce. De l'intérieur, elle en sortit une petite boîte en sandalwood, usée par le temps, et la posa sur la table basse. L'air se remplit de l'arôme doux et sucré du bois ancien. « Mais l'histoire est encore plus profonde, » continua-t-elle, ouvrant la boîte avec un soin révérencieux. Monsieur Wang n'était pas le seul à fréquenter cette maison. Il y avait un jeune Brésilien, un associé à lui, plein de rêves et avec un immense respect pour la culture orientale. Un homme qui comprenait que les affaires se construisent sur la confiance, pas seulement sur des chiffres. Elle marqua une pause, regardant dans les yeux de Mariana pour s'assurer que sa petite fille comprenait le poids de ses prochaines paroles. Le nom de ce jeune, Mariana, était Almeida, le père de votre patron. La mâchoire de Mariana tomba. La connexion était directe, un fil d'or oublié reliant le passé humble de sa famille au présent puissant des Almeida. De l'intérieur de la boîte, Donna Carmen sortit un ensemble de papiers jaunis attachés avec un ruban de soie décoloré. C'étaient des lettres et des documents, certains écrits en portugais, d'autres en mandarin. « Votre père, Roberto, expliqua-t-elle, était un homme de vision. Lui et Monsieur Wang n'ont pas seulement signé un contrat, ils ont scellé un pacte d'honneur. Regardez. » Elle prit le document que Mariana avait apporté et le plaça à côté de l'un des vieux papiers. Même pour les yeux non avertis de Mariana, la différence était subtile, mais claire. Il y avait un sceau, un caractère spécifique sur le document ancien qui n'existait pas sur le nouveau. « Ce symbole, dit Donna Carmen en désignant le caractère, n'est pas seulement une formalité, c'est une promesse. C'est la clause de médiation culturelle. Elle stipulait que tout différend futur, tout malentendu, devait être résolu non pas dans les tribunaux, mais par la compréhension mutuelle, le respect des traditions de chacun. C'était la garantie que leur partenariat transcendait le papier. Le puzzle commença à s'assembler dans l'esprit de Mariana. Le problème n'était pas une traduction littérale. Le problème était une âme absente. Roberto Almeida, dans sa hâte et son arrogance, avait envoyé un contrat moderne, froid et purement légaliste, dépourvu de la promesse que son propre père avait faite. Les Chinois n'étaient pas difficiles. Ils testèrent le fils pour voir s'il était digne de l'héritage de confiance que son père lui avait laissé. Le défi de Roberto n'était plus une simple humiliation. C'était un test cosmique, et la réponse était là, dans cette modeste pièce entre les mains d'une dame de 75 ans qui détenait les clés de 2 empires. Mariana regarda sa grand-mère, puis les papiers, et comprit.
compris. La tâche n'était plus de traduire des mots, c'était de sauver une histoire. La révélation flottait dans la pièce, dense et transformative. Pendant un long moment, Mariana resta silencieuse, le poids de cette histoire de 50 ans s'accommodant sur ses épaules. La sensation d'être une victime, une pièce impuissante dans le cruel jeu de son patron, commença à se dissiper, remplacée par quelque chose de nouveau et vertigineux, un sens du but. Dans ses mains, ou plutôt dans les souvenirs de sa grand-mère, se trouvait la clé non seulement pour gagner un pari humiliant, mais pour sauver l'héritage de 2 familles. Sa première réaction fut un élan de justice immédiate. Elle s'imaginait marchant de retour dans ce bureau en verre, jetant la vérité sur le bureau en acajou de Roberto et regardant son arrogance se désintégrer. Mais Donna Carmen, avec la sagesse de quelqu'un qui comprend la nature humaine bien au-delà des contrats, remarqua le feu dans les yeux de sa petite fille. « Calme-toi, ma fille, dit-elle, la voix douce mais ferme, comme un gouvernail dans des eaux tumultueuses. On ne combat pas l'arrogance avec plus d'arrogance. Si tu arrives là avec la solution prête, il ne comprendra pas. Il prendra ce dont il a besoin, peut-être qu'il acceptera même le pari par fierté, mais il n'apprendra rien. L'âme du contrat restera morte, et son père, où qu'il soit, ressentira de la honte. » Elle se pencha en avant, l'intensité dans son regard captivant l'attention de Mariana. « Pour que l'honneur soit restauré, Roberto doit mériter la solution. Il doit changer. Et nous, Mariana, allons lui enseigner comment. » Cette nuit-là, le petit salon se transforma en quartier général. Sous la lumière jaunie de la lampe, les 2 femmes tracèrent une stratégie qui était en essence une leçon d'humilité. Le plan n'était pas réactif, mais patiemment actif. La première condition, et la plus importante, fut établie par Donna Carmen. Elle n'irait pas vers Roberto. Lui, dans son désespoir croissant, devrait les trouver. Il devrait avaler sa fierté et venir chez la femme de ménage qu'il avait humiliée pour demander de l'aide. Ce n'est qu'alors que la véritable négociation commencerait. Et il y aurait d'autres conditions, claires et non négociables. Transparence totale sur la situation de l'entreprise, la participation directe de Donna Carmen dans tout le processus, non pas en tant que traductrice, mais en tant que médiatrice culturelle. Et, pour Mariana, plus aucune promesse vide d'un salaire doublé. Elle exigerait un véritable poste, une position qui reflèterait son rôle crucial dans le sauvetage de l'entreprise. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Donna Carmen entama la 2e phase du plan, la préparation de sa petite fille. Elle prit un ancien carnet et un pinceau de calligraphie et commença à enseigner à Mariana les fondements du mandarin. Mais ce n'étaient pas seulement des mots. Chaque caractère qu'elle traçait était chargé de signification et de philosophie. Elle enseigna le symbole de Zunjing, expliquant que le respect n'est pas quelque chose qu'on exige, mais qui s'inspire à travers les actions. Elle montra la complexité de Xinren, la confiance, expliquant que, pour les Wang, elle était comme un pont de soie, fort mais qui prend des années à construire et peut être rompu par un geste imprudent. Mariana, avec une concentration qu'elle n'avait jamais consacrée à quoi que ce soit dans sa vie, répétait les sons, tentait de tracer les symboles, sentant le poids de ses cultures sur ses lèvres et au bout de ses doigts. À la fin de cette leçon improvisée, Mariana n'était plus la même. La femme de ménage acculée avait cédé la place à une femme qui devenait elle-même la personnification de la médiation culturelle que le contrat exigeait. Elle n'avait pas seulement la réponse aux problèmes de Roberto, elles avaient un chemin vers sa rédemption. Maintenant, restait à attendre. Savait-il qu'à chaque heure qui passait, le siège se resserrait autour du jeune PDG? Tôt ou tard, la porte de cette maison modeste frapperait, et de l'autre côté se trouverait un homme désespéré, prêt, peut-être, à enfin apprendre à écouter. Les jours qui ont suivi l'acceptation du défi par Mariana étaient chargés d'une tension palpable dans les bureaux d'Almeida Ancier. Roberto Almeida, piégé dans son propre piège, bouillonnait d'impatience et de frustration. À chaque rejet, à chaque réponse évasive de ses contacts en Chine, à chaque nouvelle interprétation contradictoire de ses traducteurs, son arrogance laissait place à une anxiété croissante. Les 2 millions de réais flottaient comme une épée au-dessus de sa tête. Mais la menace majeure était la perte d'un contrat crucial pour l'expansion de l'entreprise. L'humiliation publique d'avoir été trompé par un document qu'il ne parvenait pas à comprendre était une blessure narcissique qui s'enflammait chaque heure. Pendant ce temps, Mariana poursuivait sa routine dans l'entreprise, la même discrétion que toujours, mais avec un éclat différent dans les yeux. Elle savait que le temps était en sa faveur. Chaque jour de silence augmentait le désespoir de Roberto, érodant les barrières de son orgueil. Donna Carmen lui conseillait de rester calme, d'être impeccable dans ses tâches, de ne pas lui donner la satisfaction de la voir triomphante avant l'heure. La patience, expliquait la grand-mère, était une arme plus puissante que n'importe quelle traduction précipitée. Dans la petite maison, les cours de mandarin se poursuivaient. Donna Carmen n'enseignait pas seulement la langue, mais aussi l'étiquette, les coutumes, la philosophie derrière chaque mot. Mariana apprenait l'importance du mianzi,
visage, comment l'honneur et la réputation imprégnaient toutes les négociations chinoises. Elle comprenait que la solution au contrat ne se trouvait pas seulement dans les caractères, mais dans la compréhension de la mentalité qui les sous-tendait. Vendredi après-midi, presque une semaine après le fatidique défi, le téléphone sonna chez Donna Carmen. C'était Roberto Almeida. Sa voix, habituellement autoritaire, était chargée d'une urgence à peine déguisée. Il demanda à parler à Mariana. La femme de ménage, le cœur battant, mais gardant la contenance enseignée par sa grand-mère, prit l'appel. « Mariana, commença-t-il sans détour, tu as encore ces papiers ?» La question était sèche, dépourvue de toute formalité ou excuse. « Oui, monsieur Roberto, répondit-elle, la voix calme et ferme. Il y eut un silence tendu de l'autre côté du fil. C'était le moment. L'orgueil blessé de Roberto luttait contre le besoin pressant. Enfin, il céda, à contre-cœur. « J'ai des problèmes avec la traduction. Ces Chinois sont inflexibles, et mes traducteurs, eh bien, disons qu'ils ne sont pas très utiles. » Il fit une pause, et Mariana pouvait presque sentir l'effort qu'il lui coûtait de prononcer les mots suivants. « J'aurais besoin d'un second avis. » Mariana garda le silence, laissant la demande implicite flotter dans l'air. Elle savait qu'il ne voulait pas d'un deuxième avis d'une femme de ménage quelconque. Il avait besoin de la réponse qu'elle, mystérieusement, semblait posséder. « Ma grand-mère comprend un peu le mandarin, » dit-elle enfin d'une voix neutre. « Elle pourrait jeter un œil, peut-être. » Un autre silence. Roberto s'imaginait probablement une vieille dame, confuse et avec une connaissance superficielle de la langue. La réalité, il allait bientôt le découvrir, était beaucoup plus complexe. « Votre grand-mère ?» répéta-t-il, l'incrédulité encore présente dans sa voix. « Eh bien, toute aide serait la bienvenue à ce stade. Pourriez-vous venir à mon bureau demain matin ?» C'était un ordre déguisé en demande, mais Mariana ne s'en soucia pas. La porte avait été ouverte. « Demain matin à 10 heures, nous serons là, » répondit-elle avant de raccrocher. En reposant le téléphone sur le crochet, Mariana croisa le regard serein et approbateur de Donna Carmen. La première bataille avait été gagnée. La fierté de Roberto s'était pliée, suffisamment pour le faire franchir le seuil de l'humilité. Mais la guerre, elle le savait, ne faisait que commencer, et la leçon la plus importante devait encore être enseignée. Avec une grande satisfaction, je présente le 6e chapitre, le moment où les vérités sont révélées et les nouvelles règles du jeu sont établies. Chapitre 6. La table de la vérité. Le samedi matin, le soleil qui pénétrait par les fenêtres panoramiques du bureau d'Almeida Ainsi semblait froid et stérile. Roberto Almeida attendait dans son bureau, le nervosité rongeant la fine couche d'autorité qu'il essayait de projeter. Lorsque sa secrétaire annonça l'arrivée de Mariana Silva et sa grand-mère, il ressentit une vague d'impatience. Il s'attendait à une solution rapide, pas à une réunion de famille. Mais lorsque les deux femmes entrèrent, la dynamique de l'environnement changea d'une manière qu'il ne pouvait prévoir. Mariana ne marchait pas la tête baissée comme une employée soumise. Il y avait une nouvelle droiture dans sa posture. À ses côtés, Donna Carmen, dans sa robe simple et avec un regard serein qui semblait absorber et évaluer chaque détail de ce luxe corporatif, exhalait une dignité qui ne pouvait être achetée. « Monsieur Roberto, » dit Mariana d'une voix calme, « voici ma grand-mère, Carmen Silva. » Roberto fit un signe de tête rapide, indiquant les chaises devant son bureau. « Asseyez-vous, j'imagine que vous avez le document. » Il était impatient d'aller droit au but, de résoudre cette énigme et de reprendre le contrôle. Il leur remit une copie du contrat, s'attendant à ce que la vieille dame prenne une loupe et commence à déchiffrer les caractères avec difficulté. Au lieu de cela, Donna Carmen posa la main sur le papier mais ne le regarda pas. Ses yeux, sages et perçants, se fixèrent sur Roberto. « Avant de regarder ce papier, jeune homme, » commença-t-elle d'une voix douce, mais avec un ton d'autorité qui le fit se redresser dans sa chaise. « Nous devons parler d'un autre papier, un plus ancien, un pacte d'honneur signé il y a 50 ans entre deux hommes, l'un nommé Wang et l'autre Almeida. » Le nom de son père, prononcé avec une telle familiarité dans cette salle, frappa Roberto comme un choc électrique. Sa façade de contrôle commença à se fissurer. « De quoi parlez-vous, madame ?» demanda-t-il, la voix un peu plus haute que la normale. Ignorant la question, Donna Carmen ouvrit le sac qu'elle avait apporté et, avec le même soin respectueux, sortit la petite boîte en santal. De l'intérieur, elle tira les documents jaunis et les étala sur la table en acajou, à côté du contrat moderne. Le contraste était brutal. D'un côté, l'âme de l'histoire. De l'autre, le squelette froid de l'affaire. « J'ai connu votre père, Roberto. Je l'ai servi chez monsieur Wang. J'ai vu leur amitié s'épanouir. J'ai vu la confiance qu'ils ont construite. Une confiance scellée non seulement par de l'encre, mais par un respect mutuel. » Elle désigna son contrat. « Ce document que vous avez envoyé aux enfants de monsieur Wang est une insulte. Pas parce qu'il est mal traduit, mais parce qu'il est vide. Il lui manque la clause la plus importante, la promesse faite par votre père. La promesse que tout problème serait résolu en tant qu'ami, pas en tant qu'adversaire. » Roberto était pâle, bouche bée. L'histoire était si fantastique, si impossible, qu'elle ne pouvait être que vraie.
après. L'inflexibilité des Chinois, la confusion de leurs traducteurs, tout prenait un sens terrible maintenant. Il n'était pas dans une simple dispute commerciale, il échouait à un test de caractère qui traversait les générations. L'arrogance s'évapora de lui, laissant derrière un homme dénudé, honteux et pour la première fois véritablement désespéré. C'est à ce moment de vulnérabilité totale que Mariana prit la parole, sa voix n'étant plus celle d'une femme de ménage, mais celle d'une stratège. « Nous pouvons vous aider, mais ce ne sera pas une simple traduction. » Donna Carmen continua, complétant la pensée. « Notre aide a des conditions. La première est que vous devez prouver que vous êtes digne de la confiance de votre père. Vous allez apprendre les bases de leur langue et de leur culture pour montrer du respect. » Roberto, étourdi, hocha simplement la tête. « La deuxième, dit Mariana le regardant dans les yeux, est que ce processus sera dirigé par moi, de l'intérieur de l'entreprise. Le défi que vous m'avez proposé est clos. À la place, j'exige d'être nommée directrice des relations culturelles, avec tous les pouvoirs nécessaires pour médiatiser cette crise. » L'audace de la proposition le laissa sans voix. La femme de ménage qui l'avait humilié dictait les termes pour le salut de son empire. Il regarda les vieux papiers, la sagesse sur le visage de Donna Carmen et la nouvelle force inébranlable sur le visage de Mariana. Coincé par l'histoire et par sa propre ignorance, il n'avait qu'une réponse possible. « J'accepte, murmura-t-il, la voix presque inaudible. « J'accepte toutes les conditions. » À cet instant, le PDG perdit le contrôle, mais l'homme fit le premier pas pour le retrouver. Ce qui a suivi n'était pas une simple série de cours de commerce, mais une immersion profonde dans l'âme d'un homme. Le bureau luxueux de Roberto Almeida a souvent été échangé contre le modeste salon de Donna Carmen, qui est devenu un sanctuaire d'apprentissage. Au début, Roberto était un élève terrible. Son esprit, habitué à la vitesse et à l'efficacité du monde corporatif, luttait contre la patience et la subtilité exigées par le mandarin. Sa prononciation était dure, sa frustration évidente. Mais Donna Carmen et Mariana étaient des enseignantes inflexibles. Carmen ne lui enseignait pas seulement la langue, elle lui enseignait la philosophie qui la sous-tendait, l'importance de vider la tasse pour pouvoir la remplir à nouveau. Mariana, dans son nouveau rôle de directrice, était le pont entre la sagesse de sa grand-mère et le monde pragmatique de Roberto. Elle lui faisait voir non seulement la culture chinoise, mais aussi la culture de sa propre entreprise. Elle l'emmenait parler avec les employés de l'atelier, avec l'équipe de nettoyage, avec les personnes qu'il n'avait jamais vues pendant des années. Pour la première fois, Roberto a entendu leurs histoires, compris leurs difficultés et commencé à réaliser que son empire était construit sur les vies et les rêves de centaines de personnes auxquelles il n'avait jamais consacré une pensée. L'arrogance se dissolvait, remplacée par une empathie qui le remodelait de l'intérieur. Il n'apprenait pas seulement à parler une nouvelle langue, il apprenait à écouter. Le jour de la réunion avec les représentants de la famille Wang est arrivé. L'atmosphère dans la salle de conférence était glaciale. De l'autre côté de la table, 3 dirigeants chinois, dirigés par le petit-fils du monsieur Wang original, observaient avec une formalité impénétrable. Les avocats de Roberto s'agitaient, prêts pour la bataille, mais lui, d'un geste calme, demanda le silence. Respirant profondément, Roberto se leva et, dans un mandarin hésitant mais sincère, commença à parler. Il ne parla pas de clauses ou de profit. Il parla de son père. Il parla d'honneur, de l'histoire qu'il ne connaissait pas et de la profonde honte qu'il ressentait d'avoir presque terni l'héritage de confiance qui lui avait été laissé. Il demanda pardon, non pas comme une tactique commerciale, mais comme un fils qui reconnaissait son erreur. Le silence qui s'ensuivit fut brisé par la voix douce de Donna Carmen. Dans un mandarin fluide et classique qui fit écarquiller les yeux du petit-fils du Mr. Wang de surprise, elle se présenta et raconta une brève anecdote sur la façon dont son grand-père et le père de Roberto adoraient jouer aux échecs, débattant de l'avenir tout en déplaçant les pièces. La mention de ce détail intime et oublié fut la clé qui ouvrit la porte du cœur. La réunion d'affaires se transforma en une conversation sur la famille, sur la mémoire et sur le respect qui transcende les générations. À la fin, le petit-fils du Mr. Wang sourit pour la première fois. Le contrat non seulement fut sauvé, mais il fut élargi à un nouveau partenariat stratégique prometteur, basé sur la philosophie de médiation culturelle que Roberto comprenait désormais. Cette nuit-là, dans le bureau silencieux, Roberto s'arrêta devant Mariana. « Tu m'as sauvé, dit-il, la voix dépourvue de tout artifice. Et je ne parle pas de l'entreprise. Toi et ta grand-mère m'avez appris ce que c'est que d'avoir une vraie valeur. » Il s'approcha, le respect dans son regard se mêlant à une profonde admiration. « J'ai été un imbécile, Mariana, aveuglé par mon propre privilège. Mais toi, tu m'as fait voir. Et je pense que pendant ce processus, je suis tombé amoureux de l'homme que tu m'as aidé à devenir. » Mariana sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Je suis aussi tombée amoureuse de lui, Roberto. » 2 ans plus tard, Almeida Chia était une entreprise différente, un modèle de responsabilité sociale et de collaboration mondiale. Mariana, désormais épouse de Roberto et une brillante cadre, dirigeait la fondation Imperio. Roberto, un leader humble et respecté, n'a jamais oublié
oublié la leçon la plus importante qu'il a apprise, que les ponts les plus solides ne sont pas faits d'acier et de béton, mais de respect et d'empathie, et que la traduction la plus importante n'est pas celle des mots, mais celle de l'âme, une langue que tous peuvent comprendre tant qu'ils sont prêts à écouter avec le cœur.